Je sais comment faire remarcher ton père, dit un petit mendiant à un millionnaire dans la rue. Elena Vasconcelos poussa un profond soupir en sortant le fauteuil roulant de son père de la clinique São Lucas, l'un des centres médicaux les plus chers de São Paulo. 15 années de traitement, de consultations auprès de spécialistes internationaux et de promesses vaines n'avaient apporté que frustration et un compte en banque considérablement allégé. « Je sais comment faire remarcher votre père », dit une voix enfantine, rompant le silence de cet après-midi chaud de janvier. Elena jeta un regard irrité et découvrit un garçon maigre d'environ 12 ans qui se tenait devant elle. Il portait un t-shirt bleu délavé et un short rapiécé, ainsi qu'une paire de tongs usés aux pieds poussiéreux. Ses yeux sombres fixaient ceux de son père, Augusto Vasconcelos, avec une détermination qui la laissa momentanément sans voix. « Pousse-toi, petit. Je n'ai pas de monnaie, » répondit Elena en reprenant ses esprits et en essayant d'éviter le garçon. Celui-ci ne bougea pas. « Je ne veux pas d'argent, madame. Je veux aider votre père. » Augusto, qui depuis l'accident ne montrait que peu d'intérêt pour le monde qui l'entourait, tourna la tête et fixa son regard sur le garçon. Quelque chose dans l'expression déterminée de ce dernier sembla réveiller une étincelle longtemps éteinte dans les yeux du vieil homme. « Comment tu t'appelles » demanda Augusto d'une voix rauque à force de ne pas parler. « Mateus, monsieur. Mateus da Silva. » Elena leva les yeux au ciel. « Papa, ne l'encourage pas. Allons-y. Raphaël nous attend dans la voiture. » Mais à sa grande surprise, Augusto tendit sa main tremblante vers le garçon. Mateus fit un pas en avant et la saisit fermement, comme pour sceller un accord important. « Tu penses vraiment pouvoir m'aider, jeune homme ?» demanda Augusto, une note d'espoir colorant sa voix habituellement monotone. Elena s'interposa entre les deux hommes. « Assez de cette conversation absurde. Où as-tu trouvé cette idée? Que pourrait bien savoir un garçon des rues que des dizaines de spécialistes ignorent ?» Mateus resta calme face à l'hostilité. « J'ai appris des techniques spéciales que les médecins d'ici n'utilisent pas. J'ai vu comment elles fonctionnent. Je ne mens pas. Je le jure sur la mémoire de ma grand-mère. » Les agents de sécurité de l'hôpital commencèrent à s'approcher, alertés par l'agitation. Elena leur fit signe discrètement que tout était sous contrôle, même si elle était agacée par l'insistance du garçon. « Va-t'en avant que j'appelle la police », menaça-t-elle à voix basse. Le visage de Mateus ne montrait aucune crainte, seulement de la détermination. « Je serai là demain et après-demain, et tous les jours jusqu'à ce que tu changes d'avis. Je t'attendrai. » Alors qu'Elena parvenait enfin à pousser le fauteuil roulant vers la limousine garée, Augusto tourna la tête pour suivre le garçon du regard. Pendant un bref instant, Elena vit sur le visage de son père quelque chose qu'elle n'avait pas vu depuis des années, de l'intérêt. Raphaël, le chauffeur qui était au service de la famille Vasconcelos depuis plus de 20 ans, ouvrit la porte et aida Elena à installer Augusto dans le luxueux véhicule. Un problème avec le garçon. « Donna Elena » demanda-t-il en remarquant son expression tendue. « Juste un opportuniste de plus. São Paulo en est pleine, » répondit-elle sèchement, ajustant ses vêtements après avoir installé son père. Pendant le trajet vers le manoir de Morumbi, Elena essaya de se concentrer sur les emails sur son smartphone, mais son esprit revenait sans cesse sur le regard déterminé du garçon. Comment osait-il lui donner de l'espoir alors que même les neurologues les plus renommés du pays n'avaient obtenu aucun progrès? « Il semblait sincère », murmura Augusto, rompant le silence qui régnait habituellement entre eux. Elena leva les yeux de son téléphone, surprise. « Papa, tu n'es pas sérieux. Ce garçon n'a probablement même pas terminé l'école primaire. Que peut-il savoir des lésions médulaires ?»« Parfois, ceux qui n'ont rien à perdre ont tout à offrir », répondit Augusto, en regardant par la fenêtre les rues animées de la capitale de São Paulo. La demeure des Vasconcelos semblait imposante, après l'ouverture automatique de ces grands portails en fer forgé. Construite 3 générations auparavant, la propriété était le symbole de l'empire textile que la famille avait bâti. Cependant, depuis l'accident d'Augusto, Elena avait repris les rênes de l'entreprise et transformé la société familiale en une puissance du marché du luxe avec des succursales dans tout le Brésil. Après avoir installé son père dans sa chambre spécialement aménagée au rez-de-chaussée, Elena se réfugia dans son bureau. Elle regarda la photo sur le bureau, elle et son père, 15 ans plus jeune, lors d'un voyage d'affaires au Japon, avant l'accident qui l'avait confiné dans un fauteuil roulant,
et l'avait transformée d'une fille gâtée en une femme d'affaires impitoyable. Le téléphone sonna, interrompant ses réflexions. Elena Vasconcelos répondit automatiquement. « Donna Elena, c'est Raphaël. Désolé de vous déranger, mais je pensais que vous deviez être au courant. Je suis repassé à la clinique comme vous me l'aviez demandé pour vérifier l'heure du rendez-vous de demain, et ce garçon, il était toujours là, assis sur le trottoir, en train de dessiner quelque chose dans un vieux cahier. » Elena fronça les sourcils. « Et en quoi cela m'intéresse-t-il » ? « Parce que j'ai parlé à Donna Zefa, la dame qui vend de l'eau à l'entrée de la clinique. Elle m'a dit que le garçon venait tous les jours depuis près d'1 an pour regarder les kinésithérapeutes travailler à travers la fenêtre. Il semble qu'il ait aidé un patient âgé à se remettre d'une paralysie partielle il y a quelques mois. » Un lourd silence s'installa au bout du fil, tandis qu'Elena assimilait l'information. « Merci, Raphaël. Vous pouvez raccrocher, » répondit-elle finalement, sans laisser transparaître le tourbillon de pensées qui occupait son esprit. Cette nuit-là, Elena ne parvint pas à trouver le sommeil. Les paroles du garçon résonnaient dans sa tête. « Je sais comment faire remarcher ton père. » 15 années d'espoir déçu lui avaient appris à ne pas croire au miracle. Mais que restait-il lorsque la médecine traditionnelle avait échoué à maintes reprises? Le lendemain matin, pendant le petit déjeuner qu'elle partageait en silence avec son père sur la grande terrasse arrière, Elena finit par parler. « Si je ramène ce garçon ici, juste pour prouver qu'il a tort ou qu'il essaie de nous tromper, tu promets de ne pas être déçu ?» Les yeux fatigués d'Augusto s'illuminèrent d'une lueur presque juvénile. « Tu l'as trouvé. Raphaël a dit qu'il restait tous les jours devant la porte de la clinique, » répondit Elena en évitant le regard de son père. « Mais je veux que ce soit clair. C'est juste pour prouver qu'il est un charlatan et que nous devons continuer à faire confiance à la médecine conventionnelle. » Augusto acquiesça, mais un léger sourire apparut sur ses lèvres minces. « Comme tu veux, ma fille. » 2 heures plus tard, la limousine de la famille Vasconcelos était à nouveau garée devant la clinique São Lucas. Elena sortit seule, ses talons hauts claquant sur le trottoir, tandis que ses yeux scrutaient le trottoir. Il ne fut pas difficile de le trouver. Matheus était assis à l'ombre d'un arbre, concentré sur un vieux livre usé. Lorsqu'il remarqua qu'elle approchait, il se leva rapidement, le livre fermement serré dans ses petites mains. « Je savais que vous reviendriez, » dit-il avec un sourire confiant. Elena croisa les bras. « Ne vous emballez pas. Je veux juste comprendre quel genre d'arnaque vous essayez de monter. » Le sourire de Matheus ne faiblit pas. « Ce n'est pas une arnaque, madame. Je peux vous montrer ce que je sais faire. »« Et qu'est-ce que tu veux en échange exactement ?» demanda Elena d'un ton qui indiquait clairement qu'elle espérait enfin découvrir le véritable motif. « Une chance, répondit-il simplement, et peut-être un peu de nourriture, si ce n'est pas trop demandé. » La simplicité de la réponse fit hésiter Elena. Elle observa plus attentivement le garçon devant elle, sa maigreur évidente, ses vêtements propres malgré leur usure, son regard intelligent et déterminé. Contre son gré, elle prit une décision. « Une séance. Vous aurez une chance sous ma surveillance et sous l'œil des caméras qui enregistreront tout. Si vous faites quoi que ce soit qui puisse nuire à mon père, j'appellerai immédiatement les autorités. Compris ?» Le visage de Matheus s'illumina. « Oui, madame, quand est-ce que je commence ?»« Maintenant, monte dans la voiture. » Cher auditeur, si vous appréciez cette histoire, n'hésitez pas à laisser un « j'aime » et surtout à vous abonner à la chaîne. Cela nous aide beaucoup car nous venons de commencer. Continuons. Pendant le trajet vers le manoir, Elena observa le garçon du coin de l'œil. Matheus regardait par la fenêtre de la limousine avec une fascination à peine dissimulée, mais sans toucher à quoi que ce soit. Le livre usé restait fermement posé sur ses genoux. « Quel est ce livre ?» demanda-t-elle, rompant le silence. Matheus hésita un instant avant de répondre. « C'est un livre de physiothérapie. Il était dans la poubelle de la clinique. Ils l'ont jeté parce qu'il est très vieux et déchiré, mais les techniques fonctionnent toujours. »« Et tu comprends ce qui est écrit ?» demanda Elena, d'un ton entre l'incrédulité et la curiosité. « Pas tout, mais les dessins m'aident, et le docteur Menezes m'a expliqué certaines des parties les plus difficiles. »« Le docteur Menezes ?» Elena haussa un sourcil. « C'était un patient de la clinique. Il avait aussi des problèmes aux jambes. Il m'a vu regarder par la fenêtre et a commencé à m'apprendre. « Il m'a dit que j'avais un don naturel, » répondit Matheus avec une pointe de fierté dans la voix. « Il s'est rétabli et est parti, mais il m'a laissé ce livre. » Elena se fit une note mentale d'enquêter plus tard sur ce docteur Menezes.
Lorsqu'ils arrivèrent au manoir, Elena remarqua le regard admiratif de Matthäus sur l'énorme portail et les jardins impeccables. Elle conduisit le garçon directement dans la chambre adaptée d'Augusto, ignorant les regards curieux du personnel de maison. Augusto était assis dans son fauteuil, regardant le jardin à travers la grande fenêtre. En entendant la porte s'ouvrir, il se retourna avec une expression de surprise et de joie qu'Elena n'avait pas vue depuis des années. « Tu l'as vraiment amené », dit-il, la voix tremblante d'émotion. « Une seule séance, papa, juste pour montrer qu'il n'y a rien qu'il puisse faire que les médecins n'aient déjà essayé, » répondit Elena d'un ton ferme avant de se tourner vers Matthäus. « Tu as 1 heure. Je resterai ici pour observer chacun de tes gestes. » Matthäus acquiesça et posa son livre sur une table à proximité. Avec une assurance surprenante pour quelqu'un de si jeune, il s'approcha d'Augusto. « Puis-je voir vos jambes, monsieur ?» demanda-t-il poliment. Augusto regarda sa fille, qui acquiesça à contre-cœur. Pendant l'heure qui suivit, Elena observa, d'abord sceptique, puis avec un intérêt croissant, Matthäus effectuait une série de mouvements et d'exercices sur les jambes de son père. Le garçon travaillait méthodiquement, expliquant chaque étape. « Les nerfs sont comme des fils électriques », dit-il, en manipulant doucement la cheville d'Augusto. « Parfois, le problème n'est pas qu'ils sont coupés, mais que l'électricité ne circule pas correctement. Nous devons aider le corps à se souvenir comment envoyer les signaux. » À la grande surprise d'Elena, son père non seulement tolérait le traitement, mais semblait sincèrement intéressé, posant des questions et suivant les instructions du garçon. À la fin de l'heure, Elena était prête à mettre fin à la séance et à renvoyer le garçon, convaincue que rien n'avait changé. C'est alors qu'Augusto a poussé un cri. « Elena, regarde !» Dans le pied droit d'Augusto, de manière presque imperceptible, le gros orteil bougeait. Un mouvement minime qui aurait pu facilement être considéré comme un spasme involontaire, mais au cours des 15 années qui avaient suivi l'accident, ce pied n'avait jamais bougé volontairement. « C'est une coïncidence, » dit Elena, sa voix trahissant le doute qui commençait à l'envahir. « Un spasme musculaire aléatoire. »« Essayez encore, monsieur, » encouragea Matthäus, l'air sérieux et concentré. « Pensez au mouvement. Imaginez que vous envoyez l'ordre de votre cerveau à votre orteil. » À la grande surprise d'Elena, après quelques secondes d'intense concentration, l'orteil bougea à nouveau. Cette fois, il était indéniable qu'il s'agissait d'un mouvement volontaire. « Comment est-ce possible ?» murmura Elena en s'approchant pour mieux voir. « Ici, les médecins ne traitent qu'avec des médicaments et des opérations chirurgicales, » expliqua Matthäus. « Mais le docteur Menezes m'a appris que le corps peut se reconnecter si on lui en laisse le temps et qu'on lui fait faire les bons exercices. C'est comme reconnecter un circuit électrique petit à petit. » Augusto avait les larmes aux yeux. « Quand pourrais-je avoir la prochaine séance ?» Elena, encore sous le choc, ne put s'opposer à son père qui insistait pour fixer un autre rendez-vous le lendemain. Avant même de s'en rendre compte, elle avait accepté d'héberger le garçon dans l'une des chambres d'amis de la villa, au moins temporairement. Juste le temps de vérifier qu'il ne s'agit pas d'un accident, se dit-elle en demandant à la gouvernante, Donna Clade, de préparer la chambre et de fournir des vêtements propres à Matthäus. « Et demain, j'appellerai le docteur Felipe pour qu'il examine mon père et nous dise ce qui se passe réellement. » Cette nuit-là, en regardant son père dormir depuis le seuil de la chambre, le visage serein comme elle ne l'avait pas vu depuis des années, Elena se permit pour la première fois depuis longtemps d'éprouver une petite lueur d'espoir. Mais la femme d'affaires rationnelle qui était en elle l'étouffa rapidement. L'espoir était un luxe dangereux pour quelqu'un qui avait déjà connu tant de déceptions. Le lendemain, le docteur Felipe Mendonça, le neurologue qui suivait Augusto depuis plus de 10 ans, arriva à la maison des Vasconcelos, visiblement irrité. Elena l'avait convoqué en urgence, mais avait refusé de lui donner des détails au téléphone. « Elena, j'espère que c'est vraiment important. J'ai annulé 3 rendez-vous pour venir ici, » dit-il en se laissant conduire au bureau privé de la femme d'affaires. « Crois-moi, Felipe, je ne t'aurais pas appelé si ce n'était pas extrêmement nécessaire, » répondit-elle en lui offrant une tasse de café. Avec prudence, Elena raconta sa rencontre avec Matthäus et le mouvement du pied d'Augusto. Au fur et à mesure qu'elle parlait, l'expression du médecin passa de l'irritation à l'incrédulité, puis à l'inquiétude. « Vous avez laissé un gamin des rues sans aucune formation manipuler votre père ?» demanda-t-il en posant la tasse sur la table avec suffisamment de force pour renverser un peu de liquide. « Elena, je vous croyais plus sensée. J'ai tout supervisé, Felipe,
Et le fait est que pour la première fois en 15 ans, mon père a bougé son pied volontairement. Le médecin ajusta ses lunettes à monture coûteuse, l'air condescendant. Les mouvements spasmodiques sont fréquents chez les patients atteints de la maladie de votre père. Ce sont des réflexes, pas des mouvements volontaires. Vous vous faites des illusions parce que vous voulez y croire. C'est pour cela que je vous ai appelé, répondit Elena en gardant son sang-froid, pour confirmer que je me trompe. Le docteur Felipe suivit Elena jusqu'à la chambre d'Augusto. Le vieil homme était éveillé et affichait une disposition que le médecin n'avait pas vue depuis des années. À côté de lui, assis sur une chaise simple, se trouvait Matheus, toujours vêtu des nouveaux habits que Donna Cleide lui avait fournis, mais qui semblait déplacé dans cet environnement luxueux. « Bonjour, Augusto », salua le médecin, ignorant délibérément la présence du garçon. « Votre fille m'a parlé d'un mouvement que vous auriez fait avec votre pied. Examinons cela. » Pendant les 30 minutes qui suivirent, le docteur Felipe effectua une série de tests et d'examens sur les jambes d'Augusto. Son expression devint de plus en plus fermée à mesure qu'il confirmait qu'il y avait bien un petit mouvement volontaire dans le gros orteil du pied droit. « C'est inhabituel », concéda finalement le médecin en rangeant son stéthoscope dans sa mallette. « Mais ne vous excitez pas, c'est probablement juste une réaction tardive à certains des traitements que nous avons effectués ces dernières années. » « Mais pourquoi maintenant ?» demanda Elena en croisant les bras. « Qu'est-ce qui a changé ?» Le médecin jeta un regard irrité en direction de Matheus. « Une coïncidence, c'est tout. Ce qui m'inquiète, c'est que des techniques non éprouvées pourraient causer des dommages irréversibles. En tant que médecin responsable du cas, je ne peux pas approuver la poursuite de ces séances. Avec tout le respect que je vous dois... »« Docteur !» intervint Matheus, qui n'avait pas ouvert la bouche depuis l'arrivée du médecin. « Les exercices que je fais sont basés sur des techniques éprouvées. Elles sont dans ce livre. Regardez. » Il tendit le livre usé au médecin, qui le prit avec une réticence évidente. Le docteur Felipe feuilleta quelques pages avant de le rendre avec dédain. Des techniques dépassées, abandonnées par la médecine moderne car elles ne donnent pas de résultats constants, déclara-t-il. Et même si elles étaient valables, ce sont des techniques qui nécessitent une formation adéquate pour être appliquées. Mais ça marche, insista Augusto d'une voix plus ferme que tous les présents n'avaient entendu depuis des années. Pour la première fois depuis si longtemps, je ressens autre chose que de l'engourdissement dans les jambes. Le médecin ferma sa mallette d'un clic définitif. En tant que médecin, je dois vous avertir des risques. Ces manipulations peuvent causer des lésions tissulaires, une thrombose et même aggraver votre état. Dans son bureau, le docteur Felipe ne cachait pas sa frustration. Vous mettez la santé de votre père en danger en laissant un profane interférer avec le traitement établi. Un traitement qui n'a montré aucun progrès en 15 ans, rétorqua Elena. Parce que son état est irréversible, s'écria le médecin, perdant momentanément son sang-froid professionnel. Nous devons être réalistes, Elena. Ce que ce garçon vous offre, c'est un faux espoir. Et vous, qui êtes une femme intelligente, vous ne devriez pas vous laisser berner. Elena sentit une colère glaciale monter en elle. Que suggérez-vous alors? Que nous continuions comme avant? Plus de médicaments, plus de consultations, plus de traitements coûteux qui ne mènent à rien. Le médecin prit une profonde inspiration et retrouva son calme professionnel. Je vous suggère de suivre un traitement scientifiquement prouvé. Et si vous voulez vraiment essayer quelque chose de nouveau, je peux vous recommander une clinique en Suisse qui fait des progrès prometteurs avec la stimulation électrique de la moelle épinière. Pour quelques centaines de milliers de dollars, j'imagine. La santé n'a pas de prix, Elena. Vous l'avez toujours su, dit le médecin en ramassant sa mallette. Je vais vous prescrire des examens complémentaires pour évaluer s'il y a vraiment eu un changement neurologique. En attendant, je vous recommande vivement d'arrêter ces séances amateurs. Après le départ du médecin, Elena resta dans son bureau, perdue dans ses pensées. Le scepticisme du docteur Felipe était compréhensible. Elle le partageait en grande partie. Mais le mouvement du pied de son père était bien réel. Et surtout, le changement d'humeur de celui-ci était indéniable. L'interphone de son bureau sonna, la tirant de ses réflexions. « Donna Elena, le déjeuner est servi », annonça la voix de Donna Cleide. « Votre père et le garçon sont déjà à table. » Avec un soupir, Elena se dirigea vers la salle à manger. Elle s'arrêta à la porte, surprise par la scène qui s'offrait à elle. Son père et Matheus discutaient avec animation, ce qu'elle n'avait pas vu Augusto faire avec qui que ce soit depuis des années.
Le garçon gesticulait en expliquant quelque chose, utilisant une serviette pour dessiner. Et ensuite, les nerfs peuvent créer de nouvelles voies, comme une rivière qui change de cours lorsqu'elle rencontre un rocher, expliquait Matthäus. Le docteur Menezes appelle cela la neuroplasticité. Fascinant, répondit Augusto, sincèrement intéressé. À mon époque, on nous apprenait que les nerfs de la moelle épinière, une fois endommagés, ne se régénéraient jamais. Elena s'éclaircit la gorge pour signaler sa présence. « Qu'est-ce que le docteur Felipe a dit d'utile, papa? C'est l'un des neurologues les plus respectés du pays. » Augusto sourit à sa fille. « Ton ami médecin ne fait que protéger sa réputation. Elena, tu as vu comment les médecins se mettent sur la défensive quand quelqu'un remet en question leur méthode. Il ne s'agit pas de méthode, papa. Il s'agit de la science contre... » Elle fit un geste vague en direction de Matthäus. « L'improvisation. La science commence aussi par l'observation et les essais. »« Tante Elena, » répondit calmement Matthäus, la surprenant par la maturité de son argumentation. Le docteur Menezes a dit que de nombreuses découvertes importantes ont commencé par quelqu'un qui s'est demandé « Et si ?» Elena s'assit à table et se servit machinalement tout en réfléchissant aux paroles du garçon. « Et qui est exactement ce docteur Menezes? Pourquoi n'ai-je jamais entendu parler de lui s'il est si brillant ?» Matthäus baissa les yeux vers son assiette. Il n'était pas célèbre. Il était professeur de biologie avant d'avoir un accident. Il est resté 6 mois à la clinique, étudiant sans relâche et essayant de comprendre son propre corps. Il disait que les médecins traitèrent les symptômes, mais ne comprenaient pas vraiment comment le corps pouvait se guérir lui-même. « Et où est-il maintenant ?» demanda Elena, d'un ton qui montrait clairement qu'elle avait l'intention de vérifier cette histoire. « Je ne sais pas, » admit Matthäus. « Un jour, il a réussi à sortir en marchant avec l'aide d'une canne, et il n'est jamais revenu. Il m'a laissé le livre et m'a dit que j'avais un don pour comprendre le fonctionnement du corps. » L'histoire semblait trop belle pour Elena, mais avant qu'elle n'ait pu poser d'autres questions, Augusto intervint. « Elena, je sais que tu es inquiète, mais qu'avons-nous à perdre? Les meilleurs médecins du pays m'ont déjà déclaré en phase terminale. Si ce garçon a une chance, aussi minime soit-elle, d'améliorer mon état, cela ne vaut-il pas la peine d'essayer ?» Le visage plein d'espoir de son père fit hésiter Elena. Il semblait plus vivant aujourd'hui qu'à aucun moment au cours des 15 dernières années. « 3 semaines, dit-elle finalement. Nous allons donner 3 semaines à cette expérience. S'il n'y a pas de progrès clair et mesurable, nous reprendrons le traitement conventionnel. Et je veux que tout soit documenté. Vidéo, rapport quotidien, surveillance constante. » Le sourire qui illumina le visage de son père rendit presque acceptable le pari risqué qu'elle prenait. Au cours des 2 semaines qui suivirent, une nouvelle routine s'installa dans la maison des Vasconcelos. Matthäus fit 3 séances par jour avec Augusto, chacune étant filmée et méticuleusement consignée par Elena. Le garçon fit preuve d'une patience et de connaissances surprenantes, combinant les exercices du livre avec des techniques qu'il disait avoir apprises en observant les kinésithérapeutes de la clinique. À la grande frustration du docteur Felipe, qui venait régulièrement surveiller la situation, les progrès, bien que modestes, étaient indéniables. Au bout de 10 jours, Augusto pouvait bouger non seulement son gros orteil, mais tous les orteils de son pied droit. Plus impressionnant encore était le changement de son état général. Il mangeait mieux, dormait mieux, et son humeur s'était considérablement améliorée. Le personnel de la maison, qui se méfiait au départ de ce garçon des rues, qui vivait désormais parmi eux, a commencé à le traiter avec un respect croissant. Donna Clade, en particulier, avait adopté Matthäus comme une sorte de petit-fils de substitution, charmé par ses manières polies et sa volonté d'aider aux tâches quotidiennes. Ce garçon a reçu une éducation, Donna Helena, a commenté un jour la gouvernante pendant qu'elle servait le thé. Quelqu'un l'a bien élevé, malgré les difficultés. A-t-il parlé de sa famille? Demanda Helena, réalisant soudain qu'elle savait très peu de choses sur le passé de Matthäus. Seulement qu'il a été élevé par sa grand-mère, décédée il y a 2 ans. Depuis, il vit comme il peut, dormant ici et là. Mais il sait bien lire et écrire. Il a des connaissances que les enfants des rues n'ont généralement pas. La curiosité d'Helena était piquée. Ce soir-là, après que tout le monde se fut couché, elle frappa doucement à la porte de la chambre où logeait Matthäus. « Je peux entrer ?» demanda-t-elle après avoir entendu un « oui » timide à l'intérieur. Elle trouva Matthäus assis sur son lit,
le livre de physiothérapie ouvert devant lui, ainsi qu'un cahier dans lequel il prenait des notes méticuleuses. « Tu étudies tard » demanda-t-elle en s'asseyant sur le bord du lit. Mathéus acquiesça. « J'essaie de mieux comprendre pourquoi les mouvements reviennent plus vite du côté droit. Je pense que c'est peut-être parce que le traumatisme de la moelle épinière était asymétrique. » Elena observa le garçon avec un regard nouveau. Son vocabulaire et son raisonnement étaient très avancés pour son âge et son origine apparente. Il parlait de concepts médicaux complexes avec une compréhension que beaucoup d'adultes ne possédaient pas. « Mathéus, qui était ta grand-mère » demanda-t-elle directement. Le garçon hésita, fermant son cahier. Grand-mère Lourdes était concierge. Elle travaillait à la faculté de médecine de l'USP, où elle nettoyait les laboratoires et les salles de classe. Elle ramenait à la maison les livres jetés et m'enseignait tout ce qu'elle pouvait. « Et tes parents ?»« Je n'ai jamais connu mon père. Ma mère nous a quittés quand j'avais 4 ans, » répondit-il simplement, sans apitoiement. Grand-mère disait qu'elle avait des problèmes qu'elle ne pouvait pas résoudre et qu'elle reviendrait peut-être un jour. « Et après le décès de ta grand-mère ?» demanda Elena lorsqu'il hésita à trouver ses mots. « J'ai essayé de rester dans notre maison pendant un certain temps, mais je ne pouvais pas payer le loyer. Le propriétaire m'a laissé prendre mes affaires et les livres de grand-mère. »« Où dormais-tu avant de venir ici ?» demanda Elena, se sentant coupable de ne pas avoir pensé à cette question auparavant. « À différents endroits. Parfois à la gare routière, parfois chez des gens que grand-mère connaissait, ces derniers mois plus près de la clinique pour pouvoir observer les traitements par la fenêtre. » La simplicité avec laquelle Mathéus décrivait sa situation précaire fit naître en Elena une émotion qu'elle n'avait pas ressentie depuis longtemps. La compassion. « Pourquoi t'intéresses-tu autant à la physiothérapie ?» demanda-t-elle, sincèrement curieuse. Les yeux du garçon se mirent à briller. « Ma grand-mère a eu un AVC quand j'avais 8 ans. Un côté de son corps est devenu faible. Nous n'avions pas les moyens de payer un traitement privé et le centre de santé ne proposait qu'une séance de physiothérapie par mois. J'ai donc commencé à lire les livres qu'elle rapportait de l'université et à essayer de l'aider. Et ça a marché ?» Mathéus sourit. Elle a recommencé à marcher sans canne au bout de 6 mois. Le médecin du centre de santé était impressionné. Il a dit que c'était presque un miracle pour quelqu'un de son âge. Elena sentit une boule dans sa gorge. Cette histoire expliquait en grande partie la détermination et les connaissances du garçon. « Et ce docteur Menezes, il existe vraiment ?» Le sourire de Mathéus disparut. « Il existe, oui, ou plutôt, il existait. Il s'appelait Jorge Menezes, professeur de biologie à la retraite. Il était resté à la clinique pendant 6 mois l'année dernière. Nous avons discuté à travers la fenêtre lorsque je venais observer les traitements. Il m'a donné ce livre et m'a beaucoup appris. » Quelque chose dans la façon dont le garçon détournait le regard fit soupçonner à Elena qu'il y avait plus à raconter. « Ce que lui est-il arrivé, Mathéus ?» « La vérité. » Le garçon prit une profonde inspiration. Il allait beaucoup mieux, mais il ne pouvait plus marcher complètement. Un jour, il m'a dit qu'il allait à la campagne chez son frère. Il m'a promis de revenir me voir, mais je ne l'ai jamais revu. Elena comprit qu'elle avait touché un sujet douloureux. Elle changea de sujet, lui posant des questions sur les techniques qu'il utilisait avec son père. Mais une idée commençait à germer dans son esprit. Elle devait vérifier l'existence de ce Jorge Menezes et découvrir ce qui lui était réellement arrivé. Le lendemain matin, Elena demanda à son assistante personnelle, Camila, d'enquêter discrètement sur le lieu où se trouvait Jorge Menezes, ancien professeur de biologie, qui aurait été patient à la clinique São Lucas l'année précédente. En attendant les résultats de l'enquête, Elena observait avec une admiration grandissante le travail de Mathéus avec son père. Le garçon avait adapté un équipement simple, des serviettes enroulées, des bouteilles d'eau comme poids, des manches à balai pour le soutien, créant ainsi un petit centre de rééducation improvisé dans la chambre d'Augusto. À la fin de la 3e semaine, les progrès étaient indéniables. Augusto pouvait désormais bouger ses 2 pieds et avait retrouvé une certaine sensibilité dans ses jambes jusqu'à hauteur des genoux. Lors de sa visite hebdomadaire, le docteur Felipe ne put cacher sa surprise en consultant les résultats des tests. Il y a clairement une augmentation de l'activité neurologique, admit-il à contre-cœur en examinant les résultats de l'électroneurommyographie. Je ne peux pas expliquer comment, mais quelque chose se passe. C'est ce que nous essayons de vous dire depuis des semaines, répondit Elena sans cacher sa satisfaction. Le médecin a fermé le dossier contenant les tests. Je dois toutefois vous avertir
que cela pourrait être temporaire. Et franchement, je me dois de remettre en question l'éthique qui consiste à autoriser une mineure sans surveillance adéquate à effectuer des procédures médicales. Ça, il n'est pas sans surveillance. Je supervise chaque séance, rétorqua Helena. Vous n'avez pas de formation médicale, Helena. Le ton du médecin était condescendant. En tant que femme d'affaires, vous comprenez certainement les risques juridiques que cette situation comporte. Helena sentit son irritation monter, mais avant qu'elle n'ait pu répondre, son téléphone portable vibra pour signaler un message de Camilla. Information sur JM trouvée. Urgent. Je vais réfléchir à vos préoccupations, Felipe, dit-elle, en mettant fin à la conversation plus brusquement qu'elle ne l'aurait voulu. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, j'ai des affaires urgentes à régler. Dans son bureau, Helena trouva Camilla qui l'attendait, l'air grave. Qu'as-tu découvert ? Demanda-t-elle en fermant la porte. Jorge Menezes a bien existé, commença Camilla en consultant ses notes. Il a été professeur de biologie dans le système public pendant 30 ans. Il a été victime d'un accident de voiture qui l'a laissé partiellement paralysé. Il a été patient à la clinique São Lucas de mars à octobre de l'année dernière. Donc, le garçon disait la vérité. En partie, répondit Camilla avec hésitation. Le professeur Menezes est décédé il y a 7 mois, selon le certificat de décès, d'une maladie cardiaque sans rapport avec l'accident. Helena sentit son estomac se nouer. Mateus est-il au courant ? Je n'ai aucun moyen de le confirmer, mais j'ai trouvé ceci. Camilla lui tendit une copie d'une petite nécrologie parue dans un journal. Elle n'a été publiée que dans le journal local du quartier où il vivait. Elle mentionne qu'il a légué ses livres au jeune Mateus, qui a illuminé ces derniers mois. J'ai également découvert que Menezes n'avait aucun frère ou sœur encore en vie. Cette révélation troubla Helena. Pourquoi Mateus avait-il menti à ce sujet ? Utilise-t-il la mémoire du professeur pour gagner en crédibilité, ou est-il simplement incapable d'accepter la perte d'une autre personne importante dans sa vie ? Cet après-midi-là, pendant la séance d'exercice, Helena observa Mateus d'un œil nouveau. Le garçon travaillait avec dévouement et attention, discutant avec animation avec Augusto, tout en l'aidant à effectuer de petits mouvements avec ses jambes. « Mateus, nous devons parler du docteur Menezes », dit-elle finalement à la fin de la séance. Le visage du garçon pâlit légèrement. « Qu'est-ce qu'il a ?»« Je sais qu'il est mort, Mateus. Pourquoi ne m'as-tu pas dit la vérité ?» Augusto, toujours assis sur le lit d'exercice, regardait l'un puis l'autre avec une expression confuse. Les yeux de Mateus se remplirent de larmes qu'il s'efforça courageusement de retenir. « Je ne voulais pas que quelqu'un pense que j'inventais des histoires. Les gens ne me croient pas quand je leur dis qu'il m'a appris tout ça. »« Alors tu savais qu'il était mort ?» insista Helena. « Oui, » admit Mateus d'une voix légèrement tremblante. « Je l'ai vu dans le journal il y a quelques mois. Il n'est pas parti à la campagne. Il est allé à l'hôpital pour des douleurs à la poitrine et n'est jamais revenu. Mais tout ce que je vous ai dit sur ce qu'il m'a appris est vrai. Je le jure. » Augusto tendit la main et prit le bras de Mateus. « Nous te croyons, mon garçon. Tu n'avais pas besoin de cacher cela. » Helena soupira. « Mateus, je comprends pourquoi tu as ressenti le besoin de cacher cette partie de l'histoire, mais j'ai besoin que tu sois complètement honnête avec moi à partir de maintenant. Plus de secrets, d'accord ?» Le garçon acquiesça, essuyant discrètement ses yeux. « Désolé, donna Helena, je ne mentirai plus. Je te le promets. » Cher auditeur, si vous appréciez cette histoire, n'hésitez pas à laisser un j'aime et surtout à vous abonner à la chaîne. Cela nous aide beaucoup car nous venons de commencer. Suite. Malgré ce mensonge par omission, Helena décida de garder Mateus au manoir et de poursuivre le traitement. Les résultats étaient indéniables. Au bout d'1 mois, Augusto avait retrouvé une partie de l'usage de ses jambes et commençait à sentir une pression et la température jusqu'à hauteur des genoux. Le docteur Felipe restait sceptique, mais ne pouvait nier les résultats des tests. Un après-midi particulièrement tendu, après une nouvelle série de tests, le médecin finit par exprimer ce qui le dérangeait vraiment. « Helena, vous devez comprendre ma position », dit-il lorsqu'ils se retrouvèrent seuls dans le bureau. Si un garçon sans formation obtient des résultats que la médecine conventionnelle n'a pas atteints en 15 ans, quel message cela envoie-t-il à la communauté médicale, à mes autres patients ? Le message que nous devons peut-être repenser certaines approches, suggéra Helena sans cacher son sarcasme.
Le médecin ajusta sa cravate coûteuse, visiblement mal à l'aise. « Si cela venait à être rendu public, ma réputation, c'est donc de cela qu'il s'agit, » l'interrompit Helena, comprenant enfin. « Votre réputation est plus importante que la guérison de mon père. Ne soyez pas injuste, Helena. J'ai consacré des années au cas de votre père. J'ai testé tous les traitements possibles. Sauf ceux qui fonctionnent réellement. Apparemment, compléta-t-elle en se levant pour signifier que la conversation était terminée. Merci de votre sollicitude, Felipe, mais nous allons poursuivre le traitement actuel. Après le départ du médecin, Helena s'assit à son bureau et repensa à tout ce qui s'était passé au cours du dernier mois. Non seulement son père montrait des signes de rétablissement physique, mais son attitude envers la vie avait complètement changé. Il souriait, faisait des projets, s'intéressait à nouveau au monde qui l'entourait. Et puis, il y avait Matthäus, ce garçon qui était apparu de nulle part et avait transformé leur vie. Intelligent, dévoué et manifestement doué malgré son manque d'éducation formelle. Que lui arriverait-il quand tout cela serait terminé? Helena ne pouvait pas simplement le renvoyer dans la rue, pas après tout ce qu'il avait fait pour sa famille. Ses réflexions furent interrompues par des cris provenant de la chambre d'Augusto. Helena courut dans le couloir, le cœur battant de peur. En entrant dans la pièce, elle trouva son père allongé sur le lit, pâle et haletant, tandis que Matthäus le regardait avec une expression horrifiée. « Que s'est-il passé » demanda-t-elle en courant vers son père. « Je ne sais pas » répondit Matthäus, visiblement effrayé. Nous faisions les exercices habituels et soudain, il a ressenti une forte douleur à la jambe, puis il a eu du mal à respirer. Helena appela immédiatement une ambulance. Pendant qu'ils attendaient, Augusto commença à se remettre lentement, sa respiration se normalisant. « Ce n'était qu'une frayeur » murmura-t-il, essayant de rassurer sa fille et le garçon. « Je vais déjà mieux. » Mais Helena remarqua qu'il pressait sa main contre sa poitrine et que son front était couvert de sueur froide. Ce n'était pas seulement une frayeur. Dans l'ambulance, les ambulanciers stabilisèrent Augusto et l'emmenèrent directement à l'hôpital Albert Einstein. Helena les suivit en voiture avec Raphaël, tandis que Matthäus restait à la maison, inconsolable et convaincu qu'il était responsable de l'accident. Après plusieurs heures d'examen, le diagnostic tomba. Augusto avait souffert d'une petite embolie pulmonaire, un caillot qui s'était détaché et avait migré vers son poumon. Le médecin traitant expliqua qu'il s'agissait d'une complication courante chez les patients à mobilité réduite qui augmentait soudainement leur activité physique. « Est-ce qu'il va s'en sortir » demanda Helena, épuisée et inquiète. « Nous le pensons » répondit le médecin. Le caillot était petit et nous avons réussi à administrer des anticoagulants à temps. Mais il devra rester en observation pendant quelques jours, puis suivre un traitement préventif. Le docteur Felipe, qui avait été appelé en tant que médecin responsable du cas, ne perdit pas de temps à pointer du doigt. « C'est exactement ce que je craignais, Helena », dit-il, lorsque les deux se retrouvèrent dans le couloir de l'hôpital. « Des exercices inadéquats sans surveillance médicale appropriée. Cela aurait pu être bien pire. » « Mais ce n'était pas à cause des exercices, » rétorqua Helena. « Le médecin a dit que cela pouvait arriver à n'importe quel patient dans son état. »« Cela s'est produit juste après une séance avec ce garçon, » insista le médecin. « Je ne peux pas laisser cela continuer. En tant que médecin responsable, je dois officiellement contre-indiquer la poursuite de ce traitement alternatif. » Helena passa la nuit à l'hôpital, veillant sur le sommeil agité de son père. Le lendemain matin, Augusto était plus lucide, et sa première question porta sur Matthäus. « Il doit être dévasté, » dit le vieil homme en s'installant plus confortablement dans son lit. « Tu dois lui dire que ce n'était pas sa faute, Helena. »« J'en suis sûre, papa, » répondit-elle, encore sous le choc de la frayeur de la nuit précédente. Le docteur Felipe pense que les exercices ont pu provoquer le caillot. Augusto serra la main de sa fille avec une fermeté surprenante. « Helena, écoute-moi bien. Pour la première fois en 15 ans, j'ai recommencé à espérer. Je préfère mourir en essayant de remarcher plutôt que de vivre encore 15 ans prisonnier de ce fauteuil. » « Ne dis pas ça. » Helena sentit les larmes lui monter aux yeux. « Ne parle pas de mourir. Nous allons tous mourir un jour, ma chérie. La question est de savoir comment nous vivons jusqu'à ce moment-là. » Augusto sourit gentiment. « Ce garçon m'a rendu quelque chose que j'avais perdu depuis longtemps. Quelque chose de bien plus important que l'usage de mes jambes, un but. » Lorsque Helena rentra au manoir cet après-midi-là, elle trouva tout le personnel inquiet. Donna Clade s'approcha d'elle dès qu'elle entra. «
Donna Elena, nous sommes tous très inquiets pour le patron. Comment va-t-il? Il est stable. Il devrait rester à l'hôpital encore quelques jours, répondit Elena fatiguée. Où est Matthäus? Donna Cleide se tordait les mains d'inquiétude. C'est ça le problème, Donna Elena. Il a disparu. Comment ça, disparu? Après votre départ avec votre père dans l'ambulance, il était dévasté, disant que tout était de sa faute. Nous avons essayé de le calmer. Mais ce matin, quand je suis allé lui apporter son petit déjeuner, il n'était plus dans sa chambre. Il n'a laissé qu'un mot. Elena prit le morceau de papier plié que la gouvernante lui tendait. L'écriture était étonnamment claire et soignée pour un enfant qui avait vécu dans la rue. « Donna Elena, je suis désolé pour ce qui est arrivé à votre père. Je n'ai jamais voulu lui faire de mal. Je comprends que vous ne vouliez plus de moi dans votre maison. Merci pour tout ce que vous avez fait pour moi. Dites à M. Augusto qu'il peut continuer à s'améliorer s'il fait les exercices dessinés dans les dernières pages de mon cahier. Avec tout mon respect, Matthäus. » Elena sentit une boule se former dans sa gorge. Le garçon était parti, assumant toute la responsabilité d'un événement qui se serait probablement produit de toute façon. Et le pire, c'était qu'après l'incident, elle l'avait brièvement tenu pour responsable. « L'avez-vous cherché dans les environs ?» demanda-t-elle à la gouvernante. « Raphaël et le jardinier ont fouillé partout, madame. Aucune trace de lui. » Elena passa les 2 jours suivants entre l'hôpital, où elle s'occupait de son père, et les recherches pour retrouver Matthäus. Raphaël parcourut tous les endroits où le garçon pouvait se trouver, y compris la clinique San Lucas et ses environs, mais sans succès. C'était comme si Matthäus avait tout simplement disparu. Lorsque Augusto sortit de l'hôpital 4 jours après l'incident, sa première question en entrant dans la maison fut de savoir où se trouvait le garçon. L'expression dévastée d'Elena lui répondit suffisamment. « Alors nous devons le retrouver, Elena, » dit Augusto d'un ton ferme. « Il n'a personne au monde et nous n'avons pas encore terminé notre travail ensemble. »« Papa, tu sors tout juste de l'hôpital. Le docteur Felipe a recommandé un repos absolu, pas d'exercice pendant au moins 2 semaines. Le docteur Felipe a peur de perdre son autorité, » répondit Augusto avec une dureté inhabituelle. « Et je me fiche de ses recommandations. Je veux continuer à travailler avec Matthäus. » Voyant la détermination sur le visage de son père, Elena comprit qu'elle devait agir. Pas seulement pour Augusto, mais aussi pour Matthäus. Le garçon méritait mieux qu'une vie dans la rue, surtout après tout ce qu'il avait fait pour sa famille. Cette nuit-là, après qu'Augusto se fût endormi, Elena convoqua une réunion avec les membres du personnel les plus proches de la maison. Raphaël, le chauffeur, Donna Cleide, la gouvernante, Antonio, le jardinier qui travaillait pour la famille depuis plus de 20 ans, et Camilla, son assistante personnelle. « Nous devons retrouver Matthäus, » annonça-t-elle direct comme toujours, « et nous devons avoir un plan pour quand nous le retrouverons. »« Ce garçon a fait beaucoup de bien au patron, » observa Antonio. « Je n'ai jamais vu M. Augusto aussi animé que ces dernières semaines. » Donna Cleide acquiesça. « Il est instruit et studieux. C'est dommage qu'il se perde ainsi dans la rue. » Elena prit une profonde inspiration. « Je pense faire plus que simplement le ramener pour qu'il poursuive le traitement de mon père. » Tout le monde la regarda avec curiosité. « Si nous le retrouvons et s'il accepte, j'aimerais lui offrir un foyer permanent ici et une éducation formelle. » Elena se surprit elle-même par sa décision, mais en la formulant, elle réalisa que c'était ce qu'elle voulait vraiment. « Je veux l'aider à développer son talent. »« Tu veux l'adopter » demanda Camilla, surprise. Elena hésita. « Je ne sais pas si j'irai aussi loin, mais je veux certainement être sa tutrice légale. Je veux m'assurer qu'il ait les opportunités qu'il mérite. » Raphaël, qui parlait rarement lors des réunions, s'éclaircit la gorge. « Donna Elena, si vous me permettez cette suggestion, je pense savoir où se trouve le garçon. »« Où ?» demanda Elena anxieuse. « Quand je l'ai amené ici pour la première fois, je suis passé près d'un viaduc près de l'avenue Paulista. Il l'a regardé avec une expression différente. Il a dit que c'était un endroit protégé de la pluie. Je pense qu'il est peut-être retourné là-bas. Allons-y tout de suite, décida Elena en se levant. Il est presque 22 heures, Donna Elena, avertit Donna Cleide inquiète. C'est justement pour ça qu'il faut y aller maintenant. C'est un garçon de 12 ans, seul dans les rues de Sao Paulo en pleine nuit. Elena attrapa son sac à main. Raphaël, préparez la voiture. Antonio, venez aussi. Nous aurons peut-être besoin d'aide. 20 minutes plus tard, la Mercedes noire d'Elena était garée près du viaduc indiqué par Raphaël.
Le quartier était partiellement éclairé par les lampadaires et, malgré l'heure tardive, il y avait encore du monde qui sortait des bars et des restaurants voisins. Elena sentit son cœur se serrer en réalisant à quel point sa vie privilégiée l'avait tenue à l'écart de la réalité des rues de la ville où elle avait toujours vécu. Sous le viaduc, quelques personnes avaient improvisé des abris avec des cartons et des bâches. Un homme âgé les regardait avec méfiance alors qu'il s'approchait. Raphaël prit les devants. « Bonsoir, monsieur. Nous recherchons un garçon, Mathéus, 12 ans, mince, cheveux noirs. » L'homme les observa quelques instants avant de répondre. « Pourquoi le cherchez-vous? Le garçon a-t-il fait quelque chose? » « Non, rien de tel, intervint Elena. « Il vivait chez moi. Il aidait mon père à se soigner. Il est parti parce qu'il pensait avoir causé un problème, mais nous voulons qu'il revienne. » La sincérité d'Elena sembla convaincre l'homme. « Le garçon avec les livres de médecine ?» murmura-t-il en hochant lentement la tête. « Il est passé ici hier, oui. Il a dormi là-bas, » dit-il en montrant un coin plus éloigné où se trouvait un tas de cartons bien rangés. « Mais il est parti tôt ce matin. Il a dit qu'il allait chez quelqu'un qui s'appelle Zepha, près d'une clinique. »« Donna Zepha, de la clinique !» s'écria Raphaël. « La dame qui vend de l'eau à l'entrée, vous vous souvenez ?» Elena ressentit un mélange de soulagement et d'urgence renouvelée. « Merci, monsieur. Sébastien, » répondit l'homme. « Juste Sébastien. » Elena prit quelques billets dans son portefeuille et les tendit à l'homme. « Pour votre aide. » Sébastien hésita avant d'accepter l'argent. « Ce garçon est spécial. Vous savez, il sait des choses. Il m'a aidé quand j'avais une épaule bloquée. Si nous le trouvons, nous le traiterons bien, promit Elena. « Vous pouvez compter sur nous, » répondit Elena. De retour dans la voiture, Elena demanda à Raphaël de se rendre à la clinique San Luca. Même si elle n'est pas là à cette heure-ci, quelqu'un doit savoir où habite Donna Zepha. La clinique était peu animée pendant la nuit. Seules quelques lumières étaient allumées dans les étages où se trouvaient les patients hospitalisés. Comme prévu, Donna Zepha n'était pas à son point de vente d'eau, mais un agent de sécurité reconnut son nom. Donna Zepha. Elle habite à 2 pâtés de maison d'ici, dans une maison jaune avec des barreaux verts. Tout le monde la connaît. En suivant les indications, ils trouvèrent rapidement la maison décrite. C'était une construction simple mais bien entretenue, avec des plantes décorant le petit porche. Malgré l'heure, les fenêtres étaient éclairées. Elena frappa à la porte, essayant de contrôler son anxiété. Au bout de quelques instants, une dame aux cheveux gris et au visage aimable leur ouvrit, les regardant avec curiosité. « Donna Zepha ?» demanda Elena. « Désolé de vous déranger à cette heure-ci. Je cherche Mathéus, un garçon qui pourrait séjourner chez vous. » L'expression de la femme devint prudente. « Qui le cherche ?» Elena comprit que la dame était protectrice. « Je m'appelle Elena Vasconcelos. Mathéus vivait chez moi depuis 1 mois. Il aidait mon père à se soigner. Il est parti à cause d'un malentendu, mais nous aimerions beaucoup qu'il revienne. » Donna Zepha observa Elena longuement avant de répondre. « Le garçon m'a dit que le monsieur qu'il soignait était tombé malade. Il est très abattu. Il s'en veut beaucoup. »« Ce n'était pas sa faute, » assura Elena. « Mon père est déjà rentré à la maison et souhaite vivement que Mathéus revienne. Nous sommes inquiets pour lui. » Après quelques secondes d'hésitation, Donna Zepha ouvrit enfin la porte en grand. « Il est là, oui. Il est arrivé hier matin, tout abattu. Il ne voulait déranger personne, mais il n'avait nulle part où aller. »« Puis-je lui parler ?» demanda Elena. « Entrez. » L'invita la dame en la conduisant dans la maison modeste, mais impeccablement rangée. Dans le petit salon, Elena fut surprise de trouver Mathéus assis à la table, entouré de livres et de cahiers, étudiant avec concentration à la lumière d'une lampe. En la voyant, le garçon se leva brusquement, laissant tomber un crayon. « Donna Elena » s'écria-t-il surpris et visiblement nerveux. « Comment m'avez-vous trouvé ?» Elena s'approcha, réprimant son envie de le serrer dans ses bras. « Nous t'avons cherché partout. Mon père n'a cessé de demander de tes nouvelles depuis qu'il est rentré de l'hôpital. » Mathéus baissa les yeux. « Comment va-t-il ? Je ne voulais pas causer de problème. Je te jure que quand il a commencé à se sentir mal, j'ai eu très peur. »« Il va bien, Mathéus », le rassura Elena en touchant légèrement l'épaule du garçon. Le médecin a expliqué que c'était une complication qui pouvait arriver à n'importe quel patient dans son état. Ce n'était pas ta faute. « Vraiment ?» Le garçon leva les yeux pleins d'espoir. « Je n'ai pas tout gâché ?»« Pas du tout. En fait, mon père est impatient de continuer les exercices avec toi. »« Même après ce qui s'est passé ?»
Elena acquiesça. Il a dit, je cite, « Je préfère mourir en essayant de remarcher plutôt que de vivre encore 15 ans coincé dans ce fauteuil. » Des larmes apparurent dans les yeux de Matheus. « Il a vraiment dit ça ?»« Mot pour mot, » confirma Elena en souriant. « Et je suis d'accord avec lui. C'est pour ça que je suis venu te chercher en personne. Nous voulons que tu rentres à la maison. » L'utilisation du mot « maison » ne passa pas inaperçue. Matheus regarda Dona Zefa qui observait la scène avec un sourire ému. « Vas-y, mon garçon », l'encouragea la dame. « C'est une chance que Dieu t'offre. »« En fait, » continua Elena en s'asseyant pour être à la hauteur du garçon, « j'aimerais te proposer quelque chose de plus. Si tu veux, j'aimerais que tu restes définitivement avec nous. Tu pourrais fréquenter une école appropriée, développer ton talent pour la médecine et bien sûr continuer à aider mon père. » Matheus resta sans voix, regardant Elena comme s'il essayait d'assimiler ce qu'il venait d'entendre. « Vous voulez m'adopter » demanda-t-il finalement d'une voix presque inaudible. « Je serai ta tutrice légale pour commencer, » précisa Elena. « Pour la suite, nous verrons bien avec le temps. L'important, c'est que tu aies la chance de développer tout ton potentiel. » Matheus essuya discrètement les larmes qui coulèrent sur son visage. « Je peux emporter mes livres ?» Elena sourit, sentant ses propres yeux s'humidifier. « Tous, et nous t'en achèterons d'autres, autant que tu en auras besoin. » La semaine suivante, après avoir réglé les questions juridiques préliminaires pour obtenir la garde temporaire de Matheus, Elena organisa une petite fête dans le manoir. Augusto, toujours en convalescence mais visiblement plus animé depuis le retour du garçon, présida la table pour la première fois depuis des années. « Un toast », proposa-t-il, en levant un verre de jus de fruits. L'alcool était toujours interdit par le médecin. « À notre famille élargie, tout le personnel de maison, invité à participer à la fête, leva son verre. Elena remarqua que Matheus, qui portait désormais des vêtements neufs et une coupe de cheveux appropriée, semblait à la fois timide et fier. Après le dîner, lorsque tout le monde se retira dans le salon, Elena trouva un moment pour parler en privé avec le garçon. « Matheus, tu te souviens quand tu m'as parlé des techniques que tu avais apprises en observant par la fenêtre de la clinique ?» demanda-t-elle. « Oui, madame. »« J'y ai réfléchi. Beaucoup de gens pourraient bénéficier de ces connaissances. Des gens qui, comme mon père, ont été abandonnés par la médecine conventionnelle. » Les yeux du garçon brillèrent d'intérêt. « Tu le penses vraiment ?» Elena acquiesça. « J'ai une proposition à te faire. Pendant que tu étudies pour devenir médecin ou kinésithérapeute diplômé, nous pourrions commencer à documenter tes techniques. Nous pourrions même créer un petit centre de rééducation expérimentale. » « Mais le docteur Felipe ne va pas aimer ça, » fit remarquer Matheus. Elena sourit. « Le docteur Felipe n'est plus le médecin de mon père. Nous avons trouvé un autre spécialiste plus ouvert aux approches alternatives. En fait, il est très intéressé par vous et vos techniques. »« Vraiment ? Un vrai médecin veut apprendre de moi ?» Le visage du garçon exprimait à la fois la surprise et la fierté. « Exactement, parce qu'un bon médecin ne cesse jamais d'apprendre, même si c'est auprès d'un garçon de 12 ans. » Elena lui toucha légèrement l'épaule. « Qu'en dis-tu ? Tu veux aider d'autres personnes en plus de mon père ? Plus que tout au monde. »« Donna Elena !» s'écria Matheus, contenant difficilement son excitation. Elena sourit, réalisant à quel point sa vie avait changé ces dernières semaines. D'une femme d'affaires impitoyable, uniquement axée sur les résultats, elle était devenue la tutrice d'un garçon extraordinaire et la visionnaire d'un projet qui pourrait changer de nombreuses vies. Tout cela parce que, contre son jugement initial, elle avait décidé d'écouter un garçon des rues qui avait affirmé « Je sais comment faire remarcher votre père ». Au cours des mois qui suivirent, la vie au manoir Vasconcelos prit un nouveau rythme. Le matin, Matheus fréquentait une école privée où, après évaluation, il fut placé dans une classe supérieure à son âge en raison de ses connaissances autodidactes. L'après-midi, il poursuivait le traitement d'Augusto, désormais sous la supervision occasionnelle du docteur Renan Campos, un neurologue ouvert d'esprit qui avait été fasciné par les techniques développées par le garçon. Les progrès d'Augusto, bien que lents, étaient constants. 6 mois après le début du traitement, il pouvait se tenir debout pendant quelques minutes à l'aide de barres parallèles spécialement installées dans sa chambre. La sensibilité était revenue jusqu'à la hauteur des cuisses et les mouvements volontaires, bien que toujours limités, étaient de plus en plus précis. Le docteur Campos avait commencé à documenter scientifiquement l'ensemble du processus, préparant un article pour publication dans une revue médicale.
Cela pourrait révolutionner la façon dont nous traitons certains types de lésions médulaires, disait-il souvent, à la fierté à peine dissimulée de Matthäus. Helena, quant à elle, avait surpris tout le monde, y compris elle-même, par sa transformation. La femme d'affaires impitoyable restait efficace dans ses affaires, mais consacrait désormais une grande partie de son temps à ce qu'elle appelait le projet Restart, une initiative visant à créer un centre de rééducation combinant les techniques conventionnelles et les approches développées par Matthäus. Par un dimanche après-midi ensoleillé, exactement 1 an après la première rencontre avec Matthäus à la porte de la clinique, Helena organisa une petite réunion dans le jardin du manoir. Augusto leur avait demandé de préparer une surprise, et tout le personnel était impliqué, gardant le secret absolu. Lorsque Helena conduisit Matthäus, les yeux bandés, dans le jardin à l'arrière, le garçon n'avait aucune idée de ce qui l'attendait. Lorsqu'on lui retira le bandeau, il resta sans voix. Le jardin avait été partiellement aménagé avec des barres parallèles basses, formant un petit chemin entre les fleurs. Au début de ce chemin, assis dans son fauteuil roulant, se trouvait Augusto, souriant largement. « Qu'est-ce que c'est » demanda Matthäus, l'air perplexe en regardant Helena. C'est Augusto qui répondit. « C'est mon cadeau d'anniversaire pour toi, mon fils. » Lentement, avec l'aide de Raphaël, Augusto se leva de son fauteuil roulant en s'appuyant sur les barres. Il fit un pas tremblant, puis un autre, et encore un autre. Les larmes coulaient librement sur le visage de Matthäus, tandis qu'il regardait l'homme qui était devenu comme un père, pour lui faire ses premiers pas seul depuis 16 ans. Helena, tout aussi émue, tenait fermement la main du garçon. Quand Augusto arriva enfin au bout du petit parcours, il était épuisé mais rayonnant. Matthäus courut vers lui pour le serrer dans ses bras, en prenant soin de ne pas le déséquilibrer. « Tu as réussi !» s'écria le garçon en pleurant. « Tu as vraiment réussi !»« C'est nous qui avons réussi, Matthäus !» corrigea Augusto en prenant le visage du garçon entre ses mains. « Tu m'as rendu quelque chose que je croyais avoir perdu à jamais. » Helena s'approcha et aida son père à s'asseoir sur une chaise normale qui avait été stratégiquement placée à la fin du parcours. C'était la première fois en 16 ans qu'Augusto s'asseyait ailleurs que dans son fauteuil roulant. « J'ai une annonce à faire, » dit Helena, lorsque tout le monde se fut calmé. « Le projet Restart est désormais officiel. Nous avons acheté un terrain près de la clinique et la construction du centre de rééducation commencera le mois prochain. » Augusto applaudit, suivi par toutes les personnes présentes. Matthäus regarda Helena avec stupéfaction. « Et ce n'est pas tout, » continua-t-elle en posant sa main sur l'épaule du garçon. « Les documents sont enfin prêts. Si tu le souhaites toujours, Matthäus, je ne suis plus seulement ta tutrice légale. L'adoption a été approuvée. » Pendant un instant, Matthäus resta immobile, comme s'il n'avait pas compris ces mots. Puis, sans prévenir, il se jeta dans les bras d'Helena dans une étreinte si forte qu'elle faillit la renverser. « Merci, maman », murmura-t-il, utilisant ce mot pour la première fois. Helena sentit quelque chose se briser en elle, le dernier morceau du mur émotionnel qu'elle avait construit depuis l'accident de son père. Elle serra le garçon dans ses bras, laissant couler ses larmes pour la première fois depuis de nombreuses années. Augusto, qui observait la scène, tendit les bras pour les inclure dans une étreinte familiale. « Qui l'aurait cru ?» commenta-t-il, la voix étranglée par l'émotion. « Que mon plus beau cadeau serait d'entendre un garçon inconnu me dire « Je sais comment faire remarcher ton père ». 2 ans s'étaient écoulés depuis ce dimanche dans le jardin. Le centre de rééducation Restart était devenu une réalité, occupant un vaste terrain à la périphérie de São Paulo. Sous la direction conjointe du docteur Campos et d'Helena, le centre accueillait des patients venus de tout le Brésil, combinant des techniques conventionnelles avec l'approche innovante développée à partir des connaissances intuitives de Matthäus. Augusto, désormais capable de marcher sur de courtes distances à l'aide d'une canne, était une présence constante au centre, inspirant les nouveaux patients par son histoire de dépassement de soi. Son rôle était avant tout motivant, comme il le disait lui-même. « Si un vieil homme têtu comme moi a pu le faire, tout le monde peut le faire. » Helena avait apporté des changements importants dans sa vie. Bien qu'elle continuât à diriger ses entreprises, elle avait délégué une grande partie de ses responsabilités afin de pouvoir se consacrer au centre et surtout à sa nouvelle famille. La maison, autrefois silencieuse et presque vide, était désormais souvent remplie des voix de Matthäus et de ses camarades de classe, des discussions scientifiques entre le garçon et les spécialistes qui visitaient le centre, et des projets toujours passionnants pour l'avenir. À 14 ans,
Mathéus s'était épanoui au-delà des attentes les plus optimistes. À l'école, il excellait en sciences et en mathématiques, et parlait déjà avec assurance de son avenir dans la médecine. Au centre, il participait activement, toujours sous supervision, montrant ses techniques aux physiothérapeutes intéressés et aidant à adapter les exercices à chaque patient. Par un après-midi tranquille, alors qu'Elena travaillait dans son bureau à domicile, elle reçut un appel inattendu du docteur Campos. « Elena, nous avons une situation ici au centre que je pense que vous voudrez suivre personnellement. » Intriguée, Elena se rendit au centre, où elle trouva le médecin à la réception en train de parler à une femme d'âge moyen, visiblement inquiète. À côté d'elle, une fillette d'environ 10 ans en fauteuil roulant observait la scène avec des yeux effrayés. « Voici Paula Mendes et sa fille Sofia », présenta le médecin. « Elles sont venues de Curitiba spécialement pour notre centre, après avoir été pratiquement abandonnées par plusieurs spécialistes. » Elena salua chaleureusement la mère et la fille. « Bienvenue à Restart. Puis-je vous demander quel est l'état de Sofia ?» La mère, la voix étranglée, expliqua que la fillette avait été victime d'un accident 6 mois plus tôt, qui lui avait fait perdre presque complètement l'usage de ses jambes. 5 spécialistes différents avaient posé le même diagnostic. Sofia ne remarcherait jamais. Puis nous avons entendu parler de votre centre et du garçon qui avait mis au point une méthode différente, conclut Paula. Est-ce vrai? Ce garçon existe-t-il vraiment? Comme s'il avait entendu un signal, Mathéus entra dans la réception à ce moment-là, revenant d'un cours dans la salle d'études qu'Elena avait aménagée dans le centre afin qu'il ne soit pas obligé d'interrompre ses études les jours où il aidait là-bas. « Donna Elena !» s'écria-t-il en s'approchant avec enthousiasme. Puis il remarqua la jeune fille en fauteuil roulant et son attitude devint immédiatement plus professionnelle et plus douce. « Bonjour, je m'appelle Mathéus. » Sofia regarda le garçon avec un mélange de curiosité et de méfiance. « C'est toi le docteur ?» Mathéus sourit. « Pas encore. J'étudie pour le devenir un jour, mais je connais quelques techniques qui peuvent aider les gens comme toi. Toi aussi, tu ne pouvais pas marcher, » demanda Sofia soudainement intéressée. « Pas moi, mais mon... » hésita-t-il en regardant Elena avec un sourire. « Mon grand-père. Il était en fauteuil roulant depuis 15 ans, et maintenant, il peut marcher avec une canne. » Les yeux de Sofia s'écarquillèrent. « 15 ans? Et même comme ça, il a recommencé à marcher ?»« Même comme ça, confirma Mathéus, parce qu'il n'est jamais trop tard pour que le corps se souvienne comment faire les choses. » Elena observait l'interaction, émerveillée par le naturel avec lequel Mathéus arrivait à communiquer avec la petite fille. En quelques minutes, il était accroupi à côté du fauteuil roulant, montrant à Sofia comment faire de petits exercices qu'elle pouvait pratiquer même sans aide. Paula s'approcha d'Elena, les yeux remplis de larmes. « Il y a 2 jours, ma fille avait abandonné. Elle ne voulait plus essayer. Et maintenant, regardez-la. » Elena acquiesça, comprenant parfaitement. Parfois, tout ce dont nous avons besoin, c'est de quelqu'un qui croit en nous quand tout le monde a déjà abandonné. Le docteur Campos les rejoignit. Les blessures de Sofia sont très similaires à celles de M. Augusto. Avec le protocole que nous avons développé ici, en nous basant sur les techniques de Mathéus, j'ai de grands espoirs pour elle. Ne promettez pas de miracle, Renan, avertit Elena doucement. Chaque cas est unique. Je ne promets pas de miracle, répondit le médecin. Je parle de science. Une science qui n'aurait jamais été découverte si vous n'aviez pas écouté un garçon des rues qui a eu le courage de dire « Je sais comment faire remarcher votre père ». Plus tard dans la journée, Elena, Augusto et Mathéus étaient réunis sous le porche du manoir, profitant du coucher de soleil. Sofia et sa mère avaient été installées dans le centre d'hébergement pour commencer le traitement le lendemain. « Que penses-tu de ces chances, Mathéus ?» demanda Augusto qui avait suivi le cas par téléphone. Le garçon réfléchit un instant avant de répondre. « Meilleur que les vôtres, grand-père. Elle est jeune, l'accident est récent et son corps essaie encore de se reconnecter. Je pense que dans 6 mois. Elle pourrait utiliser un déambulateur et dans 1 an, elle n'aura peut-être besoin que d'un soutien occasionnel. » Augusto sourit fièrement. Et dire que tout a commencé par une rencontre fortuite à la porte d'une clinique. Ce n'était pas un hasard, corrigea Elena en buvant une gorgée de thé. Si nous croyons au destin, je dirais que c'était exactement comme cela devait se passer. Ça me rappelle quelque chose, dit soudain Mathéus. Je dois vous montrer quelque chose. Il courut dans la maison et revint quelques instants plus tard avec un paquet d'enveloppes. J'ai reçu ça aujourd'hui. Je ne voulais pas l'ouvrir avant de vous le montrer.
Elena reconnut les logos d'université sur les lettres. « Mais tu n'as que 14 ans. Ce sont des programmes spéciaux pour les étudiants exceptionnels, » expliqua Mathéus, visiblement nerveux. « Le docteur Campos m'a aidé à remplir les dossiers. Ce sont des cours préparatoires qui pourraient me permettre d'obtenir des crédits pour entrer à la faculté de médecine. » Augusto prit l'une des lettres. « USP, Unifesp. Tu as postulé à toutes ces universités ?» Mathéus acquiesça. « Mais je n'accepterai que si vous êtes d'accord, et seulement si c'est ici, à São Paulo. Je ne veux pas vivre loin de vous. »« Ouvre-le », l'encouragea Elena en lui montrant l'enveloppe portant le logo de l'hôpital Albert Einstein, celui où Augusto avait été soigné après son embolie. Les doigts tremblants, Mathéus ouvrit l'enveloppe et lut la lettre, son visage passant de l'appréhension à la stupeur, puis à une joie débordante. « J'ai été accepté », s'écria-t-il, avec une bourse complète pour le programme préparatoire aux études de médecine. Elena et Augusto le serrèrent dans leurs bras, débordant de fierté. À ce moment-là, Elena vit à quel point leur vie avait changé depuis leur rencontre à la porte de la clinique. D'une femme d'affaires solitaire et amère, elle était devenue une mère, une philanthrope et une visionnaire. D'une certaine manière, en aidant son père à remarcher, Mathéus lui avait aussi appris à aller de l'avant. « Tu sais, mon fils, dit Augusto lorsque les trois se séparèrent, j'ai toujours pensé que le pire qui me soit arrivé était cet accident. Aujourd'hui, je comprends que ce n'était que le début d'une histoire bien plus grande. »« Comment ça ?» demanda Mathéus, curieux. « Si je n'étais pas devenu paralysé, Elena ne t'aurait pas trouvé. Tu n'aurais pas développé tes techniques, le centre n'existerait pas. Sofia et tant d'autres n'auraient pas d'espoir. » Augusto prit la main de son petit-fils adoptif. Parfois, ce qui semble être notre plus grand malheur finit par être le début de quelque chose d'extraordinaire. Elena, en regardant le soleil se coucher sur l'horizon de São Paulo, ajouta « Et parfois, la sagesse la plus profonde vient de la bouche d'un enfant des rues qui a l'audace de dire « Je sais comment faire remarcher ton père. » Fin, cher auditeur, avez-vous déjà vécu un moment où une personne inattendue a complètement changé le cours de votre vie? Racontez-nous votre histoire dans les commentaires et partagez-la avec nous. Si ce récit vous a touché, laissez un j'aime et abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines histoires de dépassement de soi et d'espoir.